Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Vous êtes bien installés? Ouais. Pas une petite faim, une petite soif? Envie de faire pipi, caca? Non, c'est important, parce que si vous avez votre protection souillée, vous n'allez pas être disponible pour m'écouter. Je suis bête, ça. Vous n'êtes pas des personnes âgées dépendantes. Vous, ce genre de geste, vous pouvez le faire de manière plutôt autonome, tout seul. Puis ça tombe bien parce qu'en ce moment, on a les aides-soignantes qui sont prises par la démarche qualité. Et oui, moi je suis Pascaline, je suis animatrice en gérontologie depuis bientôt presque 15 ans. Et ce soir, on va parler des vieux. Mais des vrais, hein. Pas les seniors actifs qu'on voit venir en vélo dans les assos. Pas les seniors souriants qui sont sur des prospectus d'investissement immobilier. Non, on va parler des habitants de l'EHPAD. L'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Charmant, hein? Et ouais, une personne âgée dépendante, c'est pas rigolo, c'est même dur, parce qu'on va vivre des pertes. Il y aura des pertes de capacité, peut-être des pertes de capacité physique. On peut perdre la vue, on peut sentir son corps beaucoup plus faible, on peut perdre la mobilité. Il peut y avoir des pertes aussi cognitives, le cerveau qui fonctionne un peu au ralenti, des gestes qu'on ne sera plus en capacité de faire. On peut être aussi atteint de démence. Et puis il va y avoir des pertes sociales, parce que continuer d'être en relation avec les autres, ça peut être difficile quand on a une personne âgée dépendante aussi. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. On peut dire que le monde évolue et que la période qu'on va vivre, notamment 2025-2030, va être un vrai tournant dans notre histoire, un sacré défi, puisque les papy-boomers arrivent. Une augmentation du nombre de personnes âgées assez importante, avec des expressions aussi dépréciatives que anxiogènes. On va parler du papy crash. On y va. On va parler du tsunami gris. Et on va parler de l'hiver démographique. Ouais, voilà. Winter is coming. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que c'est l'ère de la longévité. Ça veut dire qu'on va être vieux, mais qu'on va être de plus en plus tard déficiaire. Et une autre bonne nouvelle, c'est que ça va pas être les mêmes vieux. L'âge moyen en ce moment en EHPAD, c'est 86 ans, mais on va venir voir arriver les nouveaux vieux, ceux qui ont eu 30 ans dans les années 68. Les révolutionnaires en maison de retraite. Peut-être qu'on va écouter Trust et Led Zepp bientôt. En tout cas, peut-être ça va pas être les mêmes personnes et elles ne vont peut-être pas se contenter justement d'avoir un toit, de quoi manger, un lit. Ce sont des personnes qui ont connu la guerre parfois et que les nouvelles personnes vont peut-être plutôt avoir besoin d'une douche par jour plutôt qu'une par semaine. On va parler des EHPAD. L'EHPAD, où on a l'impression que dans les médias, ça centralise toute la maltraitance faite aux personnes âgées. Il faut savoir que seulement 19% des plus de 85 ans habitent en EHPAD. L'EHPAD, c'est compliqué et surtout, ça coûte cher. En moyenne, c'est 2 000 € de reste à charge pour les familles. Donc en gros, ça va devenir un truc de riche. Et vivre la dépendance à domicile, c'est pas rigolo non plus. Moi, je suis animatrice et j'ai un pouvoir. J'ai des pouvoirs puisque j'utilise la convivialité, ou en tout cas, je cherche à développer une convivialité, et ça veut dire trouver ce qu'on a en commun. Et pour ça, j'utilise la culture générale pour distraire, pour réunir, pour faire qu'on ait chacun une place tous ensemble. Et mon pouvoir,
c'est la musique, notamment la chanson. Je vais vous parler de l'EHPAD. Je vais vous présenter ce soir l'EHPAD, ton univers impitoyable. Tchou, 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 tchou. Parce que moi, je suis une vraie fille des années 80 et j'ai baigné dans cette culture télévisée aussi. Je connais toutes les émissions du Club Dorothée. J'adore le Cosby Show et j'écoutais beaucoup le Top 50. On a ça en commun, je vois, c'est cool. Comme je travaille avec des personnes âgées, je me suis intéressée à leur culture et à leur tube à eux. Donc, je me suis intéressée à la chanson des années 30, 40, 50, etc. Par exemple, je me suis intéressée à Luis Mariano. Luis Mariano, si vous l'avez pas, c'est le Michael Jackson de l'époque, quoi. Tout le monde l'adore. Et puis, je suis aussi formatrice en communication adaptée. Et puis, avec mon expérience, j'ai quelques billes que j'ai envie de vous partager aussi, parce que cette question du vieillissement, ça va tous nous toucher. Il va y en avoir sur tous les territoires, dans toutes les familles. Et parfois de comprendre, d'avoir quelques petits éléments pour faciliter la vie des gens et de ceux qui les accompagnent, c'est pas mal. N'hésitez pas à transmettre aussi tout ça autour de vous. J'ai milité longtemps parce que c'est un métier que j'ai adoré. Je me suis éclatée. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai milité pour ces établissements en disant mais un EHPAD, c'est un lieu de vie. On est une équipe au service de la dignité humaine. Le bazar, c'est normal qu'il y ait du bazar. C'est la vie, le bazar. Dans ces établissements, je suis la seule qui ne porte pas de blouse. Et progressivement, moi aussi, j'ai eu le blues. Parce que les conditions actuelles ne nous permettent plus d'en faire un lieu de vie. La séparation des tâches font qu'on a difficilement le sentiment de faire équipe. Et que des normes hygiène et des protocoles monstrueux nous empêchent d'y mettre le bazar. Moi, je veux plus être l'animatrice joyeuse qui pallie un dysfonctionnement structurel. Maintenant, je travaille dans un pôle ressources. Donc, je suis payée par l'Agence régionale de santé pour mettre en place des actions de prévention au bien vieillir. Alors, moi, tous les mots qui commencent par bien ou par mal, ça m'agace un peu. Parce qu'on n'a pas tous le bien et le même mal, le même bien et le même mal. Et puis surtout, bien vieillir, ça voudrait dire que quand des incapacités apparaissent, là, on a mal vieilli. Et ne parlons pas de la mort. Si tu meurs, t'as raté ta vie, quoi. Puis je me dis que le mot vieux, déjà, on n'ose plus l'utiliser. Il est devenu péjoratif. Et pourtant, c'est tellement naturel. Il y a des jeunes, il y a des vieux. On est tous le vieux de quelqu'un. Et c'est ça qui nous fait société. Et je me dis aussi que peut-être oser aller vers les personnes âgées dépendantes, c'est regarder un petit peu, avoir un regard sur notre société, sur notre manière et notre rapport au monde, en fait. Ce soir, je vais vous chanter quelques chansons. C'est ma playlist professionnelle. Celle que quand je serai vieille et que vous me ferez peut-être écouter, ça me rappellera toutes ces belles rencontres que j'ai vécues. Vous êtes prêts? Ouais. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle, on frôle son jupon. Elle rit, c'est tout ce qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Madelon, je l'adore. Une super nana, des super nanas, parce que cette chanson qui date du début du siècle, elle parle de cette époque de la Première Guerre mondiale, où les soldats étaient sur le front, et quand ils avaient un petit peu de temps de répit, ils sortaient un petit peu du front et ils allaient voir la Madelon, peut-être pour boire une boisson chaude ou un canon. Et elle écoutait les histoires à sa façon. Moi, quand j'étais petite, je voulais être serveuse ou servante. Je savais pas trop la différence. Et on n'a jamais eu beaucoup d'ambition dans la famille.
J'ai longtemps travaillé dans les métiers de service. En fait, j'ai adoré ça. J'adore le bar, j'adore les bistrots. Je trouve que c'est un endroit où on peut faire des rencontres de dingue, où chacun est accueilli. Et j'ai vraiment aimé ça. Tout allait bien, je m'éclatais, je faisais les saisons. Et puis un jour, mon patron est venu me voir en me disant « Pascaline, t'es une super serveuse. T'es efficace, tu chantes même quand tu sers les plats. Il y a 15 problèmes en fait. C'est que t'écoutes trop les petits vieux au comptoir le matin. » J'ai eu un problème au canal carpien, je me suis dit je ne vais pas pouvoir être serveuse toute ma vie. Et du coup j'ai dit ouais, c'est ça que je veux faire. Je veux écouter les vieux. J'ai trouvé un petit boulot dans un club senior. Les clubs seniors, c'est dans les grandes villes. C'est un endroit où les personnes âgées du quartier, elles peuvent venir déjeuner le midi. Et puis elles peuvent rester l'après-midi si elles veulent pas rester toutes seules chez elles et faire quelques activités. L'après-midi, moi, j'avais 3 messieurs qui restaient avec moi. Et eux, ils ne voulaient faire qu'une seule chose, c'était jouer à la belote. Donc j'ai été payée pendant 2 mois pour jouer à la belote et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai été voir ma responsable, elle m'a dit « Ouais, mais pour ça, il faut faire une formation. » J'étais pas une pro, mais Roger, il m'avait quand même donné 2-3 trucs. Je me suis dit « je vais apprendre d'autres choses, de l'auto. » Et j'ai entamé un cursus qui s'appelle le BPGEPS, animation sociale auprès d'un public âgé dépendant. Ce qui est drôle, c'est que c'est Jeunesse et Sport qui propose. Et là, en fait, ça a été le début de l'aventure, quoi. Moi, je savais pas qu'on allait parler d'éducation populaire, de rôle social des personnes âgées, d'émancipation. Et j'ai découvert le sens de l'accompagnement, des métiers de l'accompagnement. Accompagner, étymologiquement, ça veut dire celui qui partage le pain, accompagne. Celui qui est à la même table, qui est attablé avec une personne et qui vit l'altérité de la relation. J'ai une définition aussi, pour moi l'accompagnement c'est se mettre à côté de quelqu'un, poser la main sur son épaule pour lui dire je suis là, et puis lui demander, t'es qui toi? Tu veux quoi? T'as besoin de quoi? Tu veux aller où? Et tu veux bien qu'on y aille ensemble? Ok, on y va. C'est pas savoir ce qui est bon pour la personne, l'accompagnement. Et comme chaque personne âgée est différente, en fait, il faudra connaître aussi la singularité de la personne. Et puis vouloir changer de regard. C'est aussi à ça que sert l'animation, ou l'accompagnement. Moi, j'organise des ateliers où les personnes sont invitées à venir discuter, un peu comme au bistrot, quoi. Et il y a un monsieur que j'ai accompagné qui avait la maladie de Parkinson. Parkinson, c'est pas drôle. Au début, on tremble. Et puis, progressivement, les muscles vont se bloquer. Et on peut avoir des positions parfois un petit peu compliquées. Qui fait que ce monsieur, il bavait. Dans la structure où je travaillais, les autres résidents l'appelaient le monsieur qui bave. Et puis un jour, il est venu dans mes ateliers. Et il s'est raconté un peu, il s'est livré. Et il a raconté que quand il était plus jeune, il avait grimpé dans un village en haut de l'Himalaya pour amener des médicaments. Depuis ce jour, dans la maison de retraite, on l'appelait le monsieur qui a grimpé l'Himalaya. C'est pas pareil, hein? Allez, une petite question. Pour vous, le vieillissement de la population, est-ce que c'est une chance pour la société? C'est pas si simple. C'est un vrai débat, mais vieillir, ça reste encore la meilleure façon de rester en vie. Et puis, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Ça vaut mieux que de manger de la morora. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ça vaut mieux que faire le zouave au pont de l'Alma. Merci. Voilà. Petit point historique. Parce qu'on peut se réjouir quand même. La scarlatine, c'était une maladie enfantine dans les années 30.
Et on a trouvé le vaccin un petit peu plus tard. On peut se réjouir des progrès de la médecine pour se dire qu'on a un petit peu plus de vie que les générations d'avant. Et puis on peut se réjouir aussi des progrès des établissements qui accueillent les personnes âgées. Autrefois, c'était la charité chrétienne. La charité chrétienne, c'était des structures un peu à l'extérieur des villes où on s'occupait des indigents et de tous les gens qui n'avaient pas de famille ou pas de revenus, quoi. À cette époque, on demandait aux personnes accueillies de participer un petit peu à l'organisation de la maison, selon les capacités de chacun, quoi. Peut-être qu'il y en avait un qui pouvait casser des noix, replier les chaussettes, ou lire la prière aux mourants. Progressivement, ces lieux sont devenus des lieux de soins. Alors, on est à l'époque, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images comme ça, les hôpitaux, des grandes salles avec des lits en fer forgé, et ils ont tous une blouse blanche les uns à côté des autres. À cette époque, prendre soin d'eux, c'était pas réfléchir à la notion d'intimité, quoi. C'était encore une fois répondre aux besoins du corps. Et il faudra attendre le début du XXe siècle, notamment avec la définition de la santé de l'OMS, qui est toujours d'actualité, elle date de 1946. La santé, c'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est un bien-être physique, psychique et social. À retenir en ce moment. Progressivement, ces établissements ont changé, il y a eu de plus en plus de vieux, et puis il y a eu en 1962 le rapport Larocque qui, pour la première fois, a parlé de gérontologie sociale. Ça voulait dire qu'on commençait à réfléchir à l'intégration des personnes âgées dans la société, voire même à l'organisation de leurs loisirs. Donc en gros, on est passé d'établissements qui s'appelaient les asiles de vieillards aux maisons de retraite. Et en 2001, on a décidé d'appeler ça des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ça vous fait penser à quoi, la dépendance? Un club. Il y a Marie Geoffrey dans le Dico de la pensée médicale qui donne une définition, vous allez voir. En médecine, le terme renvoie prioritairement à la toxicomanie et correspond à une image de la déchéance, d'aliénation et d'animalité. Renvoie à l'image de quelqu'un qui a perdu totalement la maîtrise de sa vie et le contrôle de lui-même. Les qualités de volonté personnelle, de responsabilité et d'autonomie lui sont niées. Et pourtant, tous les professionnels qui bossent en EHPAD ont une mission commune, le maintien de l'autonomie. Il y a comme un truc qui cloche là. Et puis en 2002 est arrivée cette fameuse loi, la loi qui régit les établissements médico-sociaux et qui a deux objectifs principaux. Le contrôle des établissements, pour qu'on n'y fasse plus n'importe quoi, à savoir qu'il y avait des maisons de retraite où les vieux ils étaient accueillis dans des cachots. Ah ouais. Certains, c'est quand même... Et puis aussi les droits des usagers. Alors là, on peut se réjouir, quoi. 2002, ça y est, on a réglé tous les problèmes. Maintenant, ça va être une balade, la balade des gens heureux, quoi. Notre bonne terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. C'est dingue, hein, ça me fait toujours le même effet, moi, cette chanson, quand on la chante tous ensemble. C'est vrai, je vous jure. Alors d'habitude, c'est la fin de la séance, par exemple, et puis tout le monde est les bras en l'air, enfin, ce qu'ils peuvent, hein. La loi de 2002, elle va mettre en place des outils obligatoires pour les établissements. Par exemple, vous avez le PAP, le projet d'accompagnement personnalisé. À la base, c'est une super idée parce que on dit la personne accueillie, sa famille et les professionnels vont se mettre autour de la table et puis ils vont réfléchir, c'est quoi ce qui est important pour cette personne?
C'est quoi son histoire de vie? C'est quoi, sur quoi elle va perdre en autonomie? Mais qu'est-ce qui est encore important pour elle? Sur quoi on peut travailler pour qu'elle garde les capacités les plus longtemps? Et puis en quoi elle peut prendre encore du plaisir? L'idée, elle est bien, mais il faudra quand même se poser la question, dans ce qui se passe dans la réalité, qui le construit, ce projet d'accompagnement personnalisé? Qui le lit? Et qui le met en place? Parce qu'actuellement, dans les établissements, c'est souvent la psychologue ou un autre professionnel qui se réunissent dans une pièce. Il n'y a pas toujours le résident, il n'y a pas toujours la famille, et on pense pour eux. Ensuite, elle remplit l'ordinateur, et comme ça, ils auront répondu à cette obligation de pas. Il y a un autre outil sympa qui s'appelle la charte des droits des personnes âgées accueillies. Alors ça, c'est quand même joli. Ça va parler de respect de la vie privée, de droit à l'intégrité, du droit à la dignité, du droit à la sécurité, du droit d'aller et venir. Alors, juste pour voir, on en était où? La charte! Ça, c'est un atelier mémoire. Effectivement, on parlait d'une charte avec des très beaux mots, et ça, ne vous inquiétez pas, elle va être affichée partout. Ça, c'est fait. Des moments où on va vraiment réfléchir à toutes ces notions, il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Et puis, il va y avoir le projet d'établissement. C'est intéressant, le projet d'établissement, parce que ça va reprendre toute l'historique de la structure, qui va faire que tous les établissements n'auront pas la même philosophie, pas les mêmes valeurs, pas les mêmes objectifs et pas les mêmes statuts. En France, il y a 44% des EHPAD sont publics, 32 sont associatifs et 25 sont privés à but lucratif. Et ça dépendra des histoires de la structure. Moi, j'ai toujours travaillé dans des EHPAD associatifs, et je peux par exemple vous raconter l'histoire de la maison protestante de retraite, où ce sont 12 familles qui accueillaient des bonnes chez eux, et qui se sont unies quand les bonnes ont vieilli, en disant « mais elles ont été à notre service toute notre vie, on ne peut pas les lâcher comme ça, on va créer un lieu et on va s'investir pour faire en sorte que les bonnes de la ville soient accueillies et bien traitées ». Ça va parler de valeurs, ce projet d'établissement, et ça va donner un petit peu le ton. Il n'y a pas très longtemps, comme je suis formatrice, je visite des établissements, et je suis arrivée dans un EHPAD. Venez. Je suis arrivée dans un EHPAD, et à l'entrée, une magnifique banderole avec des fleurs en papier crépon, où il y avait marqué, tout en fleurs, un sacré boulot, il y avait marqué « Bienvenue chez vous ». Alors, je ne sais pas si quand vous rentrez chez vous, vous avez une banderole. Je trouve ça quand même dingue. Viens à la maison, il y a le printemps qui chante. Viens à la maison, tous les oiseaux t'attendent, clo-clo. Je l'adore. C'est de la joie, quoi. Qui n'a pas dansé sur Claude François dans un mariage? Bientôt. Ça dépendra de ton EHPAD. La notion de chez soi, il y a un sociologue qui s'appelle Bachelard qui l'a décrit un peu. Pour se sentir chez soi, en fait, il faut 3 choses. Il y a 3 différents niveaux de ce sentiment d'être chez soi. Il y a le chez soi social, celui qu'on est OK pour montrer aux autres. Ça peut être un extérieur d'une maison, ça peut être une bibliothèque avec plein de livres qu'on a lus ou pas, mais qui peuvent dire des choses sur nous. Il y a aussi le chez-soi discret. Ça va être des photos, des albums photos, des choses qui retracent notre vie et qui sont là, mais qu'on ne met pas particulièrement en avant. Et puis, il va y avoir le chez-soi secret. Le chez-soi secret, c'est ce qui correspond à ce qu'on ne veut montrer à personne. C'est notre intimité aussi. Et ça, quand on devient une personne âgée dépendante, on n'a plus accès à cette notion de secret, puisqu'une personne vient s'occuper de notre environnement. Et puis, quand vous devenez une personne âgée dépendante, on va beaucoup s'intéresser à votre pipi-caca. Vous allez devenir un sujet de préoccupation, et le pipi-caca, c'est un petit peu logique.
Parce que quand on vous demande comment ça va, en fait, depuis Louis XIV, ça veut dire est-ce que vous êtes allé à la selle? C'est le verbe aller. Donc c'est la base. Vous allez devenir un sujet de préoccupation. Et puis on ne va pas forcément vous demander votre avis. J'animais avec d'autres professionnels des temps où on réfléchissait un petit peu aux capacités restantes des résidents. Qu'est-ce qu'ils sont encore en capacité de faire? Est-ce qu'une dame, elle est encore en capacité de servir un verre d'eau? Parce que dans ce cas, au moment du goûter, elle pourrait le faire pour tout le monde. Est-ce qu'une personne, elle est en capacité de lire? Et peut-être qu'il faut mesurer la taille et adapter la taille pour lui permettre de continuer de lire. Quand j'animais ces temps avec les équipes, il y a un item qui me faisait toujours tilter. Est-ce que cette personne, elle est en capacité de donner son opinion? Eh bien, mes collègues ne savaient pas. On peut se demander qui décide en EHPAD. Et dans la loi 2002, ils ont un outil qui permet de réunir à la fois des représentants des familles, des représentants des professionnels et des représentants des résidents pour penser aux problématiques de la vie de la maison, le conseil de la vie sociale. Là aussi, sur le papier, c'est chouette. Et moi, je rêve, disons, d'un établissement où il y a un vrai collectif de familles, un vrai collectif de résidents, un vrai collectif de professionnels, et qu'on réfléchisse à ces notions de dignité, de droit d'aller et venir, des choses comme ça. C'est obligatoire 3 fois par an, cette commission, et grosso modo, vous allez avoir les 2 résidentes les plus autonomes de l'EHPAD, vous allez avoir les 2 familles les plus en colère qui ont des choses à dire, et les 2 professionnels les plus en colère qui vont avoir des choses à dire. Qu'est-ce que ça veut dire être représentant des autres? Et ça peut être une belle mission de l'animatrice, d'accompagner les autres à être représentants, aller chercher la parole de chacun et faire cause commune en fait. Alors on va décider beaucoup de choses pour vous, mais qui va décider pour vous? Qui sont ces professionnels? En EHPAD, sur 100 professionnels, hop, il y a 41,5% d'aides-soignantes. Les aides-soignantes, elles ont une blouse, on va dire, allez, dans cette EHPAD, c'est la blouse rose. C'est pas facile, être soignant, c'est un métier qui demande une formation, il y a besoin de techniques, et puis et d'un savoir-faire, et il faut savoir qu'elles vont les accompagner les personnes âgées dans les actions du quotidien. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'aides-soignants ne va pas dépendre du prix que vous allez payer la maison de retraite. Ça a un calcul sur un autre budget. Ça dépendra de la dépendance des personnes accueillies dans l'établissement. Donc si vous payez très cher un établissement, je vous souhaite d'avoir un joli cadre, je vous souhaite d'avoir de la bonne nourriture, je vous souhaite d'avoir un super service animation, et vous allez sûrement rendre peut-être des actionnaires très contents. Il y a aussi dans les établissements, sur 100 professionnels, il y a 31% d'ASH. Ce sont les agents de services logistiques. Ces filles me touchent particulièrement. Parce qu'elles n'ont pas reçu forcément une formation. Il y a une conférence gesticulée d'un monsieur qui travaille en MJC et qui est assez surpris de voir toutes ces jeunes filles qui sont un peu sorties du système scolaire et qui ont comme rêve de devenir femmes de ménage en EHPAD. Moi, ce qui me touche aussi, c'est que parfois, il n'y a pas assez d'aides-soignantes et que les ASH, on les met en position de faisant fonction d'aides-soignantes. Ça me touche parce que c'est pas la même chose de faire de l'entretien dans un hôtel que de faire de l'entretien dans des chambres avec des personnes qui ont des pathologies dues au vieillissement. Et que parfois, c'est difficile de savoir quoi dire. Qui sont ces professionnels? 98% c'est des femmes. La plupart ont des enfants en bas âge, ou des enfants qui ont grandi. Certains s'occupent aussi de leurs parents âgés dépendants. Elles sont mal payées, elles ont des horaires décalés,
et n'ont pas vraiment de reconnaissance sociale. C'est terrible parce qu'il faut une vraie disponibilité psychique pour faire ce métier. Dans un établissement où je travaillais, j'ai participé à un projet qui met en lien des artistes et des résidents d'EHPAD. C'est financé par le département et moi, ce qui me touche dans ce genre de dispositif, c'est que c'est pas juste apporter la culture à ces pauvres petits vieux, mais c'est aussi voir comment les vieux, les vrais, peuvent chambouler les artistes. Ensemble, on a créé une pièce de théâtre qui s'appelait « Je ne peux plus faire rien d'autre que vivre ». À base d'ateliers d'écriture où on était en binôme, soignant ou professionnel, on va dire, avec un résident. Ils devaient piocher un horaire et raconter leur quotidien, enfin, qu'est-ce qu'ils vivent à ce moment-là. 8h30. Je suis dans mon lit, je suis réveillée depuis un petit moment, mais je ne peux pas me lever, donc j'attends. Oh, ils vont pas tarder, en général, c'est à peu près à cette heure-là qu'ils arrivent. J'espère que ce sera Sabine. Sabine, elle est douce. Parce que si c'est Camille, des fois, elle est brusque. 8h30, Camille. 8h30, j'ai déposé les petits à la crèche. Il pleut, j'ai ma voiture qui est en panne, donc j'ai dû prendre le bus qui m'a éclaboussée. Je suis toute complètement mouillée. Je suis arrivée, j'ai voulu prendre mon service. J'ai vu que mon vestiaire, il manquait la clé du vestiaire. J'ai dû passer au bureau, mais la secrétaire, elle n'était pas encore là. Finalement, ma collègue m'a donné la clé. Et puis, je suis arrivée dans le service et j'ai vu que le chariot que ma collègue devait préparer la veille, elle ne l'a pas préparé. Donc, j'ai dû aller chercher tout ce qu'il fallait pour enfin arriver chez madame. Alors ouais, on n'est pas super disponible parfois. Qu'est-ce qui se passe alors? Bonjour madame Machin, comment allez-vous? Moi ça va pas très fort. Je sais pas à quoi je sers en fait. Dieu il veut pas de moi, mais pourtant à quoi je sers? J'ai mal, je souffre. Oh, mais madame Machin, faut pas dire ça, regardez, il fait beau. Il faut une disponibilité psychique aussi pour entendre les personnes. Et elles ont besoin d'être entendues. Là, ce qui s'est passé, on lui a demandé, ça va? Et non, il faut pas dire ça, elle n'a pas le droit de le dire. Mais c'est pas simple d'écouter les gens qui vont pas bien. Ça me rappelle la première fois que je suis rentrée dans un établissement, dans l'établissement où j'ai travaillé pendant 5 ans. Bonjour, je m'appelle Pascaline, je suis la nouvelle animatrice ici. Comment allez-vous? Il m'a répondu, tu veux pas me sucer? Moi, j'avais déjà un petit peu de bouteille, alors je lui ai dit, ah oui, vous avez un besoin sexuel, je comprends, mais je ne suis pas là pour ça. Parce que oui, c'est un homme désirant. Il est sans doute atteint de démence frontale. Démence frontale, c'est pas mal parce que tu fais que qu'est-ce que tu veux. Tu dis ce que tu veux, t'as plus de vernis social. Donc ouais, c'est un homme qui a du désir. C'est pas un vieux cochon. Et le désir, c'est ça qui nous fait nous sentir en vie aussi. Pas facile aussi de savoir quoi dire à une personne qui veut mourir. Je veux mourir. Bah ouais. Ouais, vous avez le droit, ouais. Ça doit être chiant ce que vous vivez, ouais. Toutes les filles, toutes les professionnelles ne sont pas formées à ces techniques de communication, notamment la reformulation. Quand une personne dit « je veux mourir », elle a besoin d'être entendue. Vous en avez marre de la vie? Bah oui, je ne sers plus à rien là. Mon mari me manque, j'ai envie de le rejoindre. Je comprends. Ou j'imagine. Il s'appelait comment votre mari? En tout cas, on va être là ensemble. Et peut-être qu'on peut continuer de passer des bons moments. Valider son envie de mourir va lui permettre de remettre dans la réalité et de passer un bon moment. On pourrait croire que c'est perdre du temps de les écouter. Mais en fait, non, parce que cette dame, elle va se sentir encore en vie dans la relation avec l'autre. Elle aura été écoutée, tout simplement. On accompagne la fin de vie et on accompagne la démence.
Allez, je vous le fais. En 5 minutes, je vous raconte Alzheimer. La vie est un livre. Quand on a, grâce à notre mémoire, c'est un stylo dans la tête, on a de quoi graver notre nom et notre prénom sur la couverture. Et puis, on va vivre des choses. On va vivre des émotions avec nos parents. On va apprendre à dire papa, maman. On va apprendre peut-être des chansons, des proverbes de tonton. On va grandir, on va jouer à des jeux. On va apprendre les couleurs, les métiers, des connaissances. On va aller à l'école. On va avoir des copains. Peut-être qu'on fera des sports, des activités, des passions, des vacances, des souvenirs. On ira au lycée. On en aura peut-être marre de notre famille. Et puis on trouvera une bande de potes. Peut-être qu'on fera des études ou pas. Peut-être qu'on se mariera ou pas. On grave tout ça, on grave, c'est notre mémoire. Peut-être qu'on aura un boulot sympa. Peut-être qu'il ne sera pas sympa. Peut-être qu'on aura des enfants, peut-être qu'on n'en aura pas. Et puis on va aller à la retraite. Peut-être qu'on aura un camping-car, qu'on partira en vacances, qu'on visitera plein de pays ou pas. Et si on n'a pas de bol, eh ben on va avoir la maladie d'Alzheimer. Qu'est-ce que ça va faire en fait? Au lieu d'avoir un stylo, vous allez continuer d'avoir un stylo, mais vous n'allez plus avoir d'encre. Vous allez continuer de vivre des choses, mais vous n'allez plus les imprimer. Donc en gros, ça sert à rien de demander à une personne qui a la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Elle s'en rappellera pas. Par contre, tout ça, elle s'en rappellera. Et peut-être qu'elle se rappellera notamment le repas du jour de son mariage. Parce qu'on se rappelle encore plus les choses qui nous ont donné beaucoup d'émotions. À quelqu'un? Ouais, j'ai cru. Alors du coup, émotion. Je disais quoi là? Émotion. La deuxième phase de la maladie d'Alzheimer, au lieu d'avoir un stylo, on a une gomme. Et on va effacer, parce que c'est une maladie de la mémoire, mais effacer dans un certain ordre. On va d'abord effacer hier. On va effacer avant-hier. On va effacer les 6 derniers mois. On va effacer l'année qui vient de s'écouler. On va effacer les 10 dernières années. Mais tout ça, ça reste, hein. Les blagues de tonton Robert à la fin des repas, le tonton, le parrain, la marraine, les prières à la messe, tout ça, ça reste, hein. Et on va continuer d'effacer progressivement comme ça. On va tellement effacer que parfois, et c'est très difficile à vivre pour les familles, la personne, elle pense dans sa tête qu'elle a 25 ans et qu'elle n'a pas encore d'enfants. Donc elle ne reconnaîtra pas plus ses enfants. Elle ne reconnaîtra plus, mais elle sera en capacité de dire que cette personne qui s'approche d'elle, elle vient avec de l'amour. Parce qu'il y a cette intelligence émotionnelle qui va rester jusqu'au bout. On va effacer, et moi, il y a une dame qui m'a déjà dit « Oh, quand même, je suis bien plus jeune que vous. » Et puis, dans ces secteurs qu'on appelle les UP, les unités protégées, des espaces sécurisés pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, à 4h30 du soir, c'est l'effervescence. Ils veulent tous aller chercher leur enfant à l'école. C'est vrai. C'est vrai, c'est une vraie panique. Hein. Ça sert à rien de les ramener dans leur vie actuelle. Hein. Il faut un peu être... faut jouer, quoi, en fait, un petit peu... Ah oui, il faut aller chercher les enfants à l'école. Venez. Oui, c'est l'heure, bien sûr. Ça ne sert à rien de dire à une personne, mais non, enfin, vous êtes vieille. Non, ça sert à rien, elle se mettra pas. Quand elle se voit dans le miroir, déjà, elle comprend pas. Donc, oui, ils s'appellent comment vos enfants? Oui. Et puis, oh tiens, vous avez vu, il y a une fleur là. Oui, on pourrait peut-être chanter ensemble, vous connaissez des chansons? C'était le temps des fleurs. Ils sont chauds. Je pense qu'ils font un karaoké la semaine prochaine ici. La maladie d'Alzheimer, tiens, ça me fait penser à monsieur et madame Lederer. On les appelait le combo gagnant. Lui, il avait Parkinson et elle Alzheimer. La tête et les jambes.
Et puis un couple très complémentaire. Monsieur, il était plutôt intellectuel, casanier, et elle était plutôt... enfin, elle avait beaucoup voyagé avec ses copines dans sa vie. Elle aimait bien partir en voyage. Ils se sont rencontrés pendant la guerre dans un petit bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Dans mon travail, j'organisais aussi des voyages, des sorties. Et puis dans un atelier où on discute avec d'autres personnes, une dame me dit « Moi, j'aimerais bien revoir Paris. » Ah ouais? Ok. Eh bien, on y est allé à Paris. On y est allé, on a loué un bus. Il y a eu 15 résidents, dont 3 personnes en fauteuil roulant. Il y a eu 6 membres des professionnels, et tout le reste, c'était des familles et des bénévoles qui ont payé leur voyage. On a grimpé en haut de la Tour Eiffel. On a mangé au restaurant gastronomique. C'est faisable, c'est possible, quoi, si on se donne les moyens. Et puis, j'ai dû commander 3 repas mixés à ce restaurant gastronomique. L'apogée de ma carrière. Ah ouais. Madame Lederer n'a pas participé à ce voyage. Non, parce que son fils nous a dit, à quoi ça sert puisqu'elle ne va pas s'en rappeler. C'est vrai, à quoi ça sert en fait de vivre? À se faire des souvenirs? Je crois que c'est ça qui peuvent nous apporter les malades de la maladie d'Alzheimer aussi, c'est d'apprendre à vivre dans le moment présent, à être dans l'émotion partagée, dans le maintenant. Ne pas sans cesse penser à l'après. Mais alors, que fait une animatrice en gérontologie? Je mets ma tenue de travail. Je sens qu'il y en a un qui va me chanter le temps des cerises. Ouais, je suis Madame Cerise. Normalement aussi, j'ai un badge. Un badge où il y a écrit en gros mon prénom ici, Pascaline. Parce que même si c'est des gens que je vois au quotidien, qui sentent que je viens avec eux, je viens vers eux avec beaucoup de joie et d'envie, c'est pas obligé qu'ils se rappellent toujours de mon prénom. Donc je les aide. Et ça sert à rien de dire à une personne « Vous vous rappelez de moi ?» En fait, ça c'est des tests. On teste leur mémoire. S'ils s'en rappellent pas, est-ce que c'est grave? Par contre, ça les met dans l'embarras, ouais, effectivement. Alors, je pense que dans l'idée, dans la vision commune des gens, une animatrice en EHPAD, c'est un mélange de Annie Cordy, chaud cacao, chaud chocolat, et puis d'une fée. Je suis la fédération de bonheur. Je vais rendre l'œil vif à tous ces dépressifs. À tous ces résidents qui souffrent d'inutilité sociale, à toutes ces familles qui culpabilisent d'avoir abandonné leurs proches, et à tous ces professionnels qui voulaient faire ce travail pour vivre une relation d'aide. Je suis un rayon de soleil pour tout le monde. J'adore Annie Cordy, et je suis d'une nature plutôt joviale. Si j'analyse un peu, en fait, moi, je viens d'une famille de paysans, plutôt paysans ouvriers, plutôt fatalistes. La vie, c'est pas facile. Et je pense que j'ai, dès toute petite, voulu donner de la joie à mon père qui rentrait de l'usine bien fatigué et assez morose, quoi. Mais je crois que tous les animateurs en souffrent un peu de cette image d'amuseur. On est là pour faire vivre des émotions, mais dans la vie, il n'y a pas que la joie. J'ai la mémoire qui flanche. Ah, je vous l'ai déjà fait? Ouais, ah ben attends. Ah, mais il y avait ça aussi, c'est vrai.
les animateurs, alors l'animation dans un projet d'établissement, il peut y avoir marqué partout, l'animation c'est affaire de tous. Et de quoi on parle quand on parle d'animation? Ça va être ça qu'il va falloir définir en fait. Les animateurs, on a quand même une compétence particulière qu'on appelle la dynamique de groupe. Avec les personnes âgées, être en lien avec les autres, ça peut être compliqué. Je vous explique. 2 personnes âgées. Bonjour madame machin. Quoi? Bonjour madame machin. Quoi? Bon mais laisse tomber, je lui parle pas, elle est sourde. C'est ça qui se passe en EHPAD. Au moment du repas, on a l'impression qu'ils se parlent pas. Mais parce qu'il faut être en capacité de pouvoir s'entendre. Une animatrice ou n'importe quel autre professionnel. Bonjour madame machin. Quoi? Bonjour madame machin. Moi, j'adapte ma communication, je regarde dans les yeux, je me mets à sa hauteur et je peux lui dire « Il y a madame Intel qui vous dit bonjour. »« Ah, bonjour madame Intel, comment vous allez ?»« Ça va, mais j'ai mon petit-fils est parti, il a pris l'avion, je suis un peu inquiète. » Elle a son petit-fils qui a pris l'avion, du coup elle est inquiète. « Oh, vous inquiétez pas, moi le mien il est rentré, tout s'est bien passé. » On a un rôle de médiateur quelque part. Parce qu'on parle de chez soi, mais au final, c'est un leurre de dire que les personnes vont pouvoir se sentir chez elles. Elles vont pouvoir habiter un lieu. Et habiter, ça veut dire développer des habitudes et des relations. Mais pour ça, ça va dépendre de l'organisation de la structure, effectivement. La dynamique de groupe, c'est faire ce même truc, mais avec un ensemble de personnes. 10 participants à l'atelier. L'animateur, en fait, son but, c'est pas d'être directement en relation avec les personnes, mais de mettre les personnes en relation les unes avec les autres. Donc, un atelier... ah oui, j'aime bien l'atelier télévision, parce qu'en fait, c'est un truc qu'on a tous en commun, la télévision. Eux, ils regardent tous la télévision, c'est une de leurs grandes activités. Un télé 7 jours, moi, vous me donnez un télé 7 jours, je peux parler pendant 8 heures avec les personnes. Et ils donnent tous leur avis, ils donnent tous leur opinion. Je commence toujours mes ateliers comme ça. Bonjour messieurs, dames. Ici, c'est un espace de parole libre. Nous ne sommes pas choisis pour vivre ensemble, mais par contre, on peut s'écouter les uns les autres et peut-être s'enrichir. Parce qu'au final, c'est ça la démocratie, c'est vivre avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous. C'est OK pour tout le monde? Voilà. Ouais. Et ça va être la même chose, un débat. Tiens, ce soir à la télévision, il y a un reportage sur les familles monoparentales. Vous en pensez quoi? Ah, Monsieur Pain trouve ça formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Etc., etc. Ça, c'est la vraie compétence au final de l'animateur. Mais l'animation, ce sont aussi des activités adaptées. Et tout peut être activité. Des activités qui apportent de la distraction, certes, mais aussi de l'activité qui apporte du contrôle sur son propre environnement. Il y avait une auxiliaire de vie qui m'avait dit moi, j'aime pas l'animation. Elle pensait qu'elle n'avait pas de baguette magique. On en a tous, je vous jure. Mais dans la même conversation, elle me dit moi, quand je fais le tri du linge dans la chambre de Madame Machin, je lui demande de venir avec moi le faire. Bingo, animation. On s'en rend même pas compte. L'animation, ça peut être aussi du soin relationnel. C'est prendre la singularité de la personne dans l'acte de soin qu'on fait avec elle. Une dame vivait vraiment très très mal le fait de devoir écarter les jambes pour la toilette intime. Elle était très frustrée comme ça, vous imaginez, très bloquée. En discutant avec les soignants, moi j'ai parlé de cette même personne et je lui ai dit comment dans les ateliers chant, elle était rayonnante, lumineuse quand elle chantait « Montagne pyrénéenne ». C'était une fille de berger. Montagne pyrénéenne, vous êtes mes amours. Montagne fortunée, vous me plairez toujours. Eh bien, dans ce soin qui était difficile, lui chanter cette chanson, lui parler de ses montagnes, lui parler de ses moutons, faisait comprendre qu'on s'occupait d'elle, de qui elle était, de son identité. Hop.
Il y a un monsieur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jérôme Pellissier qui a écrit un livre qui s'appelle « Ces troubles qui nous troublent ». Parce qu'au final, le monsieur qui m'a dit « tu veux pas me sucer », il avait envie d'exprimer quelque chose. Et c'était sa manière à lui de l'exprimer. Avec des connexions défaillantes au niveau du cerveau, on exprime son ressenti comme on peut. Mais si une personne a le sentiment d'être soignée comme un paquet, elle va mettre une énergie considérable à lutter pour exister individuellement, contrecarrant systématiquement toute prise en charge et solliciter d'autant plus de moyens. Parce que du temps, on n'en a pas beaucoup. En 2017, je me suis formée pour être coordinatrice de la vie sociale. J'avais donc comme mission de réfléchir aux questions éthiques de l'accompagnement dans les établissements. C'est vrai, les notions de sécurité, de liberté, de tout ça, c'était mon rôle. Parce qu'on est tous acteurs de l'animation dans une structure. Puisque l'animation, c'est aussi la vie sociale. J'ai quitté la porte. J'ai claqué la porte quand la directrice m'a dit « Mais Pascaline, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. » On n'a pas le temps. Moi, je me dis que c'est quand même des priorités, le temps, et qu'on passe beaucoup de temps à nettoyer ces couloirs. 3 fois par jour, un couloir est nettoyé. On n'a pas de moyens, mais on change tous les pommeaux de douche tous les 6 mois de toutes les chambres. Je me demande si on ne commence pas à en faire un petit peu trop au niveau de l'hygiène. Et là aussi, j'ai l'impression que la valeur du prendre soin est devenue une protection sanitaire. Ça vous parle ? Mon rôle serait de faire participer les résidents, enfin le rôle de tous les professionnels, de faire participer les résidents à la vie de la maison. Mais les éponges et les balais sont interdits dans l'établissement. En fait, dans mon bureau, j'ai des balais et des éponges et je les sors quand je veux faire participer les personnes. Des questions d'hygiène. Et ça m'agace. Parce qu'on ne veut plus prendre de risques, en fait. C'est un univers protocolisé. Mais c'est quoi la vie sans risque ? Alors c'est sûr, hein, un monsieur à qui on dit toute la journée rester assis, il ne va pas lui arriver grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il va vivre ? Encore faut-il regarder les résidents avec leurs capacités restantes. Moi, je milite pour le droit à la présomption à l'autonomie. Si tu ne sais pas que la personne, si tu n'as pas vérifié que la personne n'est pas en capacité de le faire, crois qu'elle est encore capable de le faire. C'est changer le regard. Si on chantait une petite chanson, tiens. Ah oui, celle-là, je voudrais bien, mais je peux point. C'est le constat. Hein. C'est le constat. Alors, on fait ce qu'on peut. On fait des espaces de parole. On écoute tout le monde. Hein. Pardon, je suis un peu en colère. Ah oui, il y avait ça. Ça, c'est important aussi. Enfin, important. Ça me tient à cœur. Parce que l'animatrice, c'est pas que de la joie qu'elle diffuse. C'est l'écoute de toutes les émotions. Mon premier stage, j'étais dans un EHPAD et dans un atelier où on discute un peu autour du journal pour se tenir au courant de l'actualité. On se rend compte que c'est l'anniversaire de la mort de Jacques Brel. Alors, puis je vois que ça prend bien, là, ça discute, les dames, oh mon mari. Oh. Je dis, la semaine prochaine, si vous voulez, on se réunit, puis on fait un atelier, un temps d'écoute ou d'évocation des chansons de Jacques Brel. Je l'ai marqué dans le planning pour la semaine prochaine, et la directrice est venue me voir, en me disant, Pascaline, c'est pas ça qu'on vous demande. Ben non, Jacques Brel, c'est triste. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient... Oui, il va falloir valoriser le résident. Ça aussi, c'est des techniques peut-être. Parce que dire à Madame Machin, oh, c'est bien ce que vous avez fait. Ça a quand même pas la même valeur de dire,
merci, j'ai passé un bon moment avec vous. On a tendance à tous les mettre dans le même panier, ces vieux, à dire qu'ils sont plus capables. Une personne qui casse un verre, allez, on va mettre que des verres en plastique dans tout le service, ils ne sont plus capables. Ça passe aussi par le langage. Des personnes âgées ne portent pas de couche, elles auront besoin de protection. Des personnes âgées n'utilisent pas des bavoirs, elles auront besoin d'une grande serviette. Et puis, ça passe aussi par toutes les activités qu'on leur fait faire. J'ai connu des animateurs qui, au moment du loto, faisaient en sorte que tout le monde avait gagné son paquet de gâteaux. Comme chez Jacques Martin, quoi. Non, dans la vie, il y a des gagnants, il y a des perdants. Je dis pas que Madame Machin, qui est un petit peu dépressive en ce moment et qui attend le numéro 24, peut-être qu'il va sortir. Enfin. Ah, et à bas le crépon en EHPAD. C'est dit. Je veux bien, pour le 14 juillet, il y a un partenaire, le comité des fêtes, et puis il faut faire une guirlande. Allez, le 14 juillet, hein. Mais sinon, qui fait du crépon? Les enfants. Ah, on ne descend pas une personne âgée au réfectoire. On ne descend pas une personne âgée. Bah ouais, ils y pensent à la mort. Ils ont même envie d'en parler. Moi, je suis intervenue dans des EHPAD aussi pour accompagner justement qu'est-ce qui se passe quand une personne décède. C'est intervenir auprès des professionnels aussi pour voir ce qu'ils ressentent par rapport à ça et demander aux résidents qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'il se passe. Puis j'ai eu la chance de travailler dans une structure où, quand une personne décédait, il y avait une vraie célébration avec le cercueil dans la structure et la présence du pasteur ou du prêtre, selon le souhait de la dame. Mon rôle, c'était d'accompagner ces célébrations aussi, de les personnaliser. Et j'accompagnais les familles, et je me rappelle d'une famille où c'était deux sœurs qui ne s'entendaient pas. Il y en a une qui me dit « Moi, ma mère, j'aimerais beaucoup la chanson La mer. Mais la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent la mer. » Eh ben, sa fille m'a dit « La chanson de Charles Trenet, La mer, mais elle ne savait même pas nager. » Apparemment, ils n'en avaient pas discuté. C'est pas simple de parler de la mort. Mais pourtant, ça peut soulager à certaines situations aussi. Et puis la mort, en fait, c'est qu'un moment. Juste avant, on est en vie. Parce que la vie, c'est des émotions. Et moi, je crois que des émotions, il peut y en avoir jusqu'au bout. J'ai envie de vous parler de Madame Rose. Madame Rose, deux heures avant son décès, elle était vivante. Elle était avec moi. Je la regardais dans les yeux et je lui donnais la main. Et ensemble, on a chanté Édith Piaf. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Moi, je préfère vous le dire parce qu'il faut le diffuser. J'ai déjà réfléchi au truc. Donc j'ai une petite place dans un cimetière en Dordogne avec vue sur la colline. Pour ma célébration, j'aimerais bien du Bob Marley, un message d'amour, voilà. Et puis bon, allez, un petit Alléluia, mais plutôt la version de Jeff Buckley. Ouais, j'ai une culture catholique. Moi, j'ai été à la messe tous les dimanches jusqu'à mes 13-14 ans et j'ai surtout fait du catéchisme. Ma mère, elle était férue de ce club du dimanche.
J'ai arrêté, oui, autour de 15 ans, quand avec mes copines, on a voulu aller donner un coup de main dans un endroit qui accueillait les SDF le dimanche, et que ma mère m'a dit « Mais non, mais enfin, ce sont des gens infréquentables !» Alors, je trouvais ça assez chelou. Tous les dimanches, j'allais raconter qu'il fallait aider son prochain et de pas y aller pour de vrai, quoi. Moi, il y a un mec qui m'a vraiment plu, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, il est trop sexy. Non, il est... L'abbé Pierre, c'est un homme qui a lutté. Et j'ai vu sa colère dans le film Hiver 54. Et j'ai trouvé ça formidable. Et je crois que maintenant, ces métiers sont devenus de vrais métiers de lutte. Je vais prendre ma feuille. Ce sont des métiers de lutte parce que ce sont des métiers où les professionnels, en fait tout le monde, on est empêché. On est empêché de bien faire et on est surtout empêché de re-questionner ce système. On est empêché d'exprimer nos frustrations et nos colères et ça fait comme des cocottes minutes à l'intérieur. Il y a un monsieur qui a fait une étude sur le burn-out des soignants et du coup de tous les professionnels accompagnants. Je me mets dedans. Il a étudié dans une trentaine d'établissements dans la région parisienne les causes du burn-out. Et en fait, c'est pas forcément d'avoir une mauvaise hygiène de vie, de pas faire de sport à côté ou des choses comme ça. Non, l'élément qui déclenche le plus le burn-out, c'est l'agressivité. L'agressivité, il y en a de la part des résidents, mais aussi des collègues. L'agressivité chez les résidents, ça ne fait pas partie de la maladie. C'est un besoin qui n'est pas assouvi. Et moi, si on me mettait toute la journée assis à une table, sans rien à toucher, sans rien à faire, et qu'on me demandait de me lever, de m'asseoir à chaque fois que je veux me lever, je crois que je serais très en colère. Et je crois que moi aussi, je chercherais des choses à toucher, à exprimer. L'agressivité chez les collègues, c'est pas simple. Tout le monde est à flux tendu, tout le monde croit bien faire, tout le monde veut bien faire, mais on n'a pas le temps de réfléchir, pas le temps de sentir la chose qui nous anime en commun et de structurer. Alors du coup, on prend mal toutes les réflexions et on se fait du mal les uns aux autres. Quelle place pour la fragilité? Moi, j'ai craqué. J'ai étouffé. J'y ai tout fait. Mais je ne crois pas que ce soit le contact des vieux qui a été le plus difficile. Au contraire, je me sens chanceuse. Chanceuse de toutes ces rencontres. Et puis j'ai fait du bon boulot. J'ai mis des anciens et des jeunes en lien. Parce qu'au final, à quoi ça sert un vieux dans la société? À transmettre, à raconter. Je me rappelle une rencontre intergénérationnelle avec une classe de seconde. C'était un mercredi, vous allez voir, c'est important. On parle, tout ça, c'est fort, c'est émouvant. Pardon. C'est hyper émouvant, il y a des questions, il y a des larmes. Et puis, à midi, l'alarme municipale qui sonne, vous voyez? J'oublierai jamais ce moment. Une dame a raconté que pendant la guerre, elle est restée pendant 9 mois dans une cave avec ses grands-parents. Alors le confinement avec Internet et les boîtes de céréales, c'était un peu de la gnognotte à côté. Et puis il y a une dame toute frêle qui s'est levée à la fin de l'atelier. Elle n'y voyait plus, elle avait des lunettes noires. Et puis avec difficulté, elle s'est levée sur son fauteuil et elle a dit « Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je voudrais parler à la mémoire de Viviane, qui est décédée le 23 août 1943, à l'âge de 16 ans. Merci pour elle. » C'était fort. J'adore les rencontres intergé. Une fois, c'était des rencontres où les jeunes comme les anciens devaient amener un objet qui leur appartient et qui leur touche vraiment, qui les touche vraiment. Un monsieur participait et ce monsieur, il avait ce qu'on appelle l'aphasie.
L'aphasie, c'est quand la connexion entre le cerveau et ta bouche, ne se fait plus. Tu penses, mais tu n'arrives plus à le dire. Et à la fin de l'atelier, il a réussi à dire 100 chansons. Il y a 100 chansons sur ce petit truc. Le jeune lui avait montré le MP3. Alors, je voyais qu'il était intéressé par ces nouvelles technologies, et donc je lui ai donné, à montrer, à voir Internet. Et là, ça l'a chamboulé. Il est venu me voir en me disant, comme il pouvait, mais en fait, à quoi on sert maintenant? Sur le moment, j'ai pas trop su quoi répondre. Parce que c'est vrai qu'on peut trouver beaucoup de savoir sur Internet. Ok, c'est pas la même chose quand on a des témoins. Et ouais, c'est pas la même chose. Quand un monsieur me raconte qu'il a passé pendant la guerre 8 mois dans la forêt, tout seul à survivre. Quand Odette me raconte que tous les matins, elle faisait 6 km à vélo pour aller à l'école, un truc qu'on considérait comme de la maltraitance aujourd'hui, on est d'accord. Quand Simone me raconte qu'autrefois, le poissonnier, il n'y avait pas de plastique et qu'on mettait ça dans du papier journal, je me dis que ouais, ça peut être des propos encore utiles. Et puis, je pense à Madame Frienschels, une sacrée nana. Je l'ai rencontrée à 109 ans. Et elle était continente. Vous vous rendez pas compte. Quand elle avait 18 ans, elle conduisait, elle était dans un avion, vous savez, sans les cockpits, avec les lunettes comme ça. Et c'est une dame qui a été directrice de maison de retraite. Peut-être que ça conserve. Et elle avait une philosophie, elle disait, moi je pensais pas arriver jusque-là. Je fixais peut-être 100 ans et maintenant j'en ai 109. Et chaque jour est un cadeau. Quelle belle philosophie. Ils sont pas tous comme ça. Mais je ne l'oublie pas. Alors oui, ils peuvent nous apprendre aussi à prendre le temps. Peut-être à voir ce qui est important. Et est-ce que dans notre société, c'est le faire qui est important ou l'être ? On a été empêchés, là, pendant les confinements. On nous a empêchés de faire, et pourtant on a continué d'être. C'est une question de regard aussi, les personnes âgées. À partir de quel moment on devient vieux? On dit que la vieillesse, c'est l'automne de la vie. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Alors, à partir de quand on devient vieux, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un cap, c'est la retraite. La retraite, ça marque la fin avec l'activité, la productivité, on va dire. Il n'est pas beau ce mot, hein. On met les gens en retrait. Surtout, ça se passe pas partout pareil. En Espagne, quand on arrête l'activité professionnelle, on va en jubilación. En Allemagne, je vais mal le prononcer, désolé, le Ruhestand, ou un truc comme ça, ce qui veut dire l'état de repos, être tranquille. Parce qu'en kikinant, c'est notre regard qu'on porte sur le vieillissement. Et vous connaissez sans doute le racisme. Je ne sais pas si vous connaissez l'agisme. L'agisme, c'est la discrimination par rapport à l'âge. Alors, je peux vous tranquilliser, pour le moment, on en fait tous. Quand on dit à sa collègue qui rentre de vacances, « Waouh, mais tu fais 10 ans de moins !» On est content. Pourquoi on est content? Parce qu'on valorise beaucoup la jeunesse. En fait, on n'a pas envie de les regarder, les vieux. Et encore moins les personnes âgées dépendantes. C'est vrai, c'est les autres. Puis c'est à l'EHPAD. C'est pas notre problème. Jusqu'à ce que mamie aille yoyote un peu. Et là, on se rend compte de la réalité. Il serait important d'anticiper, mais c'est pas simple. Et c'est pas simple de savoir quoi dire avec les personnes fragiles.
J'ai toujours été reconnue dans mon travail pour mon dynamisme, pour mon enthousiasme. Dans tous mes boulots, j'y suis allée à fond, parce que je suis une passionnée. Je suis une passionnée d'animation en gérontologie. C'est dingue, hein? Et je ne suis pas toute seule. Dans de nombreux EHPAD, nous sommes des passionnés. On a même un groupement, le groupement des animateurs en gérontologie, on s'appelle le GAG. À force de faire des constats négatifs qui allaient à l'encontre de mes convictions, j'ai développé une certaine forme d'angoisse. Ma propre fragilité s'est exprimée. J'ai claqué des portes en colère face à l'inacceptable, et Dieu sait que c'est pas simple de quitter une structure, parce qu'on quitte des gens. Ma dernière rupture conventionnelle, je l'ai traitée avec mon médecin acupunctrice comme une rupture amoureuse. Vous voyez le genre? Et en fait, je croyais que c'était ma faute, que je n'étais pas assez forte, que je manquais d'un certain savoir-être professionnel. Moi, je ne peux plus bosser en EHPAD. Mais je ne veux pas lâcher le combat. Je suis venue monter ma conf parce que j'avais besoin de dire des choses. Et avec l'ardeur, j'ai compris que ce n'était pas moi le problème, mais bien ce système capitaliste qui broie aussi les personnes qui ont à cœur de prendre soin les plus fragiles. Parce qu'il ne laisse plus de place à la prise de risque, le risque qui fait la vie. Et en fait, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de l'énergie pour encore y croire. J'ai envie qu'on arrête de parler de cette période de vie négativement. J'ai envie qu'on ne parle pas d'un papy crash, mais d'un papy d'artifice. J'ai envie qu'on dénonce l'agisme. Un petit « touche pas à mon vieux ». Et enfin, je voudrais qu'ensemble, on assume nos rides. Est-ce qu'on a encore envie de laisser le système nous faire croire que quand on est moins productif, la vie ne vaut plus la peine? Alors moi, je peux que vous inviter à oser aller fouiller dans la discographie de votre tonton Georges, d'en parler avec lui. Osez d'aller boire un café avec votre voisine Odette et lui parler de sa jeunesse, de son mari qui est mort. Osez peut-être parler de la suite avec vos parents âgés. Mais aussi continuer de parler normalement avec votre collègue Sylvie qui traverse une mauvaise période. Parce que la fragilité, elle est à l'intérieur de nous tous. Et puis peut-être créer ou rejoindre des collectifs, parce qu'on a besoin de nouvelles solutions. Inventer de nouvelles coopérations pour définir ensemble ce que l'on veut pour nos vieux, ce que l'on veut pour nous. Et puis surtout, continuer de chanter ensemble. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait du bien, le collectif, quoi. Et un grand merci à l'ardeur, à vous d'être là, aux copains. Et puis, à bientôt.